Bien, on va donc reprendre notre forum consacré à la production. Hein, vous savez, on fonctionne sous forme de demi-journée. Donc là, on est vraiment dans une demi-journée consacrée à la production, après avoir passé la matinée sur la distribution. Et alors là, c'est vraiment je dirais quand même un mini-événement sur IFTM Top Resa. Pour la première fois, on va parler du tourisme de groupe pendant ces conférences. Pour les animer depuis un certain temps déjà, je sais là de quoi je parle. On n'a jamais abordé ce segment-là du tourisme. Donc là, c'est vraiment l'occasion d'aborder cette thématique et d'essayer vraiment d'en savoir plus. Alors, on va être quand même dans une vision très pédagogique de ce secteur, mais on va voir quand même à travers ce que vont nous dire les intervenants qu'il y a des évolutions extrêmement notables sur ce marché et que ça va être très intéressant de les capter, de les saisir. Alors, comment ce marché évolue? D'abord, ce marché, comment on le définit? Comment il évolue? Comment les opérateurs, les acteurs de ce marché s'adaptent à ces évolutions? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir donc d'accueillir Franck Le Péculier, le patron de voyagererencar.com. J'ai le plaisir aussi d'accueillir à sa gauche Stéphane Le Pennec, directeur général du groupe Salin, un compatriote breton. J'ai aussi l'immense plaisir d'avoir un représentant de la FNTV, Fédération nationale du transport de voyageurs, bien sûr. Cyril Darbier, vous êtes le président de la commission tourisme, non ? Je suis membre. Vous êtes membre de cette commission tourisme au sein de la FNTV. Et puis enfin, à votre gauche, Étienne Gauthier, directeur des ventes de Disneyland Paris. Disneyland Paris, évidemment, qui est l'un des principaux lieux qui reçoit des groupes. On verra un peu plus avant avec vous ce qu'il en est. Alors, moi, j'aimerais vraiment qu'on commence tout de suite par des définitions. Et alors là, Cyril Darbier, je fais évidemment appel à vous. C'est quoi le tourisme de groupe? C'est quoi un voyage en groupe? Eh bien, merci. Donc, c'est au nom des autocaristes et des car opérateurs que je vais intervenir. Sinon, j'ai moi aussi une activité. Je suis moi-même autocariste. Alors, n'hésitez pas à mettre le micro contre le menton. Contre le menton. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ce sera beaucoup mieux. Alors, le voyage. On parle de voyage de groupe, mais Ouais. le voyage reste une expérience personnelle. On est bien d'accord. Déclenchée en pleine conscience d'un individu, d'accord, qui décide de s'ouvrir au monde, d'aller à la rencontre des autres, de l'ailleurs, d'accord. Donc, on est sur une quête d'une satisfaction et d'un épanouissement personnel. Ça, c'est une définition du voyage, puisqu'on avait parlé de chercher les fondamentaux. Donc, c'est ma définition. J'espère que vous la partagez. Alors, ça, je pense que tout le monde la partage. Mais maintenant, ce qu'on aimerait, c'est savoir ce qu'est le voyage de groupe. Comment vous le définissez? Donc, j'ai bien parlé de cette relation à l'autre. Dans un groupe, nous sommes donc en contact avec les autres. J'avais apporté en illustration pas mal d'éléments, notamment la pyramide de Maslow dans l'épanouissement de la personne. Appartenir à un groupe et être reconnu par le groupe ou par les autres, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Donc c'est en ça où il faut bien comprendre que l'expérience du voyage en groupe est une expérience à part entière. À partir de là, l'autocar, pour ma part, intervient régulièrement dans la vie du voyageur et surtout des voyageurs en groupe. Donc que ça soit à destination, après avoir pris un avion, pour aller faire un tout inclus à Sharm el-Sheikh ou je ne sais, en République dominicaine, le voyageur finit par arriver dans un groupe. Donc l'accomplissement de soi, comme je l'ai en illustration ici, il y a une notion d'atteinte de cet accomplissement en passant par des besoins primaires qui sont notamment la sécurité. La notion de vouloir voyager en groupe, c'est aussi avoir cette sécurité du voyage en groupe. Moi, je veux bien qu'on s'arrête sur les ressorts psychologiques du voyage de groupe, mais ça ne m'intéresse pas énormément, sincèrement. Ce qui m'intéresse, c'est un voyage de groupe, c'est quoi? La définition. À partir de combien de voyageurs on définit un voyage de groupe? Voilà, vous avez forcément une lexicologie, j'imagine. Stéphane? Alors, je vais faire pas pyramide là, je vais faire dolmen breton. Ça va, dolmen.
Le voyage de groupe, déjà, on peut considérer que c'est à partir de 10 personnes. Pourquoi? C'est tout bête. C'est que les compagnies aériennes nous ouvrent les possibilités d'acheter du groupe à partir de 10 personnes. Donc moi, je considère que le voyage de groupe, c'est 10. Ah d'accord. À partir de 10. D'accord. Mais tu me diras, si, c'est un voyage de groupe aussi, donc on en reparlera. À côté de ça, le voyage de groupe, pour moi, s'articule autour de deux fondamentaux. Il y a ce qu'on appelle les groupes constitués. Oui. Le groupe constitué, c'est le club de retraités, c'est l'association des pétanqueurs du petit village, c'est les pompiers, les comités d'entreprise. C'est tous ces gens où on va, avec un contrat, initier un voyage pour 10, 15, 20, 30, 40, 400 personnes. C'est un contrat générant 40 personnes qui vont voyager ensemble. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie du voyage de groupe, constitués, groupes constitués, qui ont des modes de commercialisation très spécifiques par rapport au deuxième pôle groupe que nous, en tant que salariés, on connaît particulièrement bien, disons qu'on vit, on vit de ce métier. C'est ce qu'on appelle les groupes d'individuels regroupés, les GIR. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, les GIR? Eh bien, les GIR, tout à l'heure, je disais, j'avais un contrat et derrière un contrat, j'ai 40 personnes. Dans les GIR, je vais avoir toujours ce même voyage, mais au lieu d'avoir un seul contrat, je vais avoir 40 contrats pour ce même départ. Je vais aller chercher des individuels un petit peu partout et je vais les regrouper sur un voyage, qu'ils soient en car, qu'ils soient en avion, qu'ils soient en bateau. Et je crois que j'ai fait à peu près, en dehors du vélo, à peu près tous les modes de transport. Donc, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a deux articulations importantes du voyage de groupe. C'est du groupe, mais en même temps, on verra que ce n'est pas du tout les mêmes articulations commerciales et les mêmes articulations également de promotion, de commercialisation et également de constitution de produits. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ouais, en tout cas, ces deux segments font partie du voyage de groupe. Alors, Cyril Darbier, est-ce qu'on sait, à la FNTV, combien pèse votre secteur d'activité? Est-ce que vous avez des chiffres ou pas à nous donner là-dessus? Alors, dans l'activité des autocaristes, on représente au niveau du secteur plus de 3200 entreprises en France qui qui sont car opérateurs, donc aussi bien simples transporteurs ou organisateurs autocaristes. Donc il y a aussi une dissociation à faire là-dessus. Au niveau des grands chiffres, on pèse donc au niveau des autocars, puisqu'on a des activités de ligne régulière, mais là on parle de véhicules de tourisme. Voilà, on a séparé, j'imagine. On sépare. Ouais. On a environ 14 000 autocars immatriculés en France, qui font du tourisme. Donc ensuite, au niveau du nombre de voyageurs, nous avons environ 250 millions de voyageurs qui font du transport dit occasionnel, donc c'est du voyage ponctuel qui n'est pas ce voyage qui sort du régulier et du scolaire. Donc là-dessus, au niveau des chiffres d'affaires, le tourisme de groupe pèse 7 milliards et demi, je pense, je crois de ce que je sais, et 1 milliard de chiffre d'affaires en France. France. Ah oui, alors attendez, donc, quand vous dites 1 milliard en France, ça veut dire les voyageurs en groupe qui se rendent en France. Voilà, parce qu'il existe ce marché. C'est ça, oui, d'accord. La France est aussi une destination. D'accord. Et l'autocar est pertinent, pour notre part, d'un exotisme qui se passe dans l'Hexagone. D'accord. De la région centre, nous aimons vivre l'exotisme breton et inversement. D'accord. Donc 7 milliards et demi d'euros, c'est à peu près ce que pèse aujourd'hui votre secteur d'activité. Le tourisme de groupe. Le tourisme de groupe, c'est important. OK. Parmi les autres chiffres, certains doivent être affichés. Alors, est-ce qu'il y en a un ou deux autres importants à dire? Transport d'enfants, ça ne nous concerne pas. Voyage éducatif, 630 000 enfants. Ça fait partie des groupes aussi, des groupes constitués, des écoles. Le voyage éducatif, aller se frotter la tête vers l'autre, encore une fois. C'est donc ces premiers voyages où les personnes n'ont pas de permis et peuvent avoir des tarifs négociés avec des hébergements adaptés. Donc c'est une niche d'activité pour les autocaristes et ça représente par année 630 000 enfants. D'accord. Alors, négligeable.
On va passer maintenant au chapitre suivant. On a maintenant une idée un peu des grandes masses de ce voyage de groupe, ce que ça représente. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir auprès de chacun de vous, de savoir qui sont vos clients et comment ils évoluent, ces clients. Parce que, alors, moi, je ne connais pas bien ce secteur du voyage de groupe, mais ce que je sais, c'est que dans le tourisme, il y a de plus en plus un phénomène d'individualisation. Donc, je me dis forcément que vous êtes, vous aussi, à votre niveau, touché par ce phénomène-là et que ça doit changer un peu les fondamentaux de votre secteur d'activité. Alors, comment évoluent vos clients, Franck, le péculier? Bon, moi, j'ai quelques chiffres sur le profil un peu du voyageur en groupe. C'est une étude qui est sortie en 2011. C'est majoritairement une femme. À 58% des partants, on a des femmes. On est à 48% de gens qui sont inactifs. Il y a un niveau de vie supérieur à la moyenne. Il part en couple à 47%. Et en général, il habite dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Voilà. Alors, il y a deux profils. On va retrouver l'habitué, qui est âgé de plus de 50 ans. Il privilégie, je dirais, les départs, séjours culturels à l'étranger. Et les néophytes, plus jeunes, ils favorisent, je dirais, les courts séjours autour d'activités ludiques ou sportives. Voilà. Et un autre phénomène que moi j'ai constaté par le biais de nos différents utilisateurs sur la plateforme Voyager en car, il y a de plus en plus de groupes, je dirais, qui se créent ou par affinité ou par communauté. C'est vraiment un phénomène nouveau. On va avoir des groupes de randonneurs, on va avoir les amis des musées, on va avoir les passionnés de voitures anciennes, les géologues. C'est vraiment quelque chose qui arrive, nous on le sent vraiment très très fort sur ce marché. Oui, qui rejoint le phénomène communautaire. Oui, totalement. Alors Stéphane et Étienne, Franck le Péculier nous a donné des chiffres qui datent de 2011. Est-ce que vous avez, vous, des évolutions notables à nous faire partager depuis 3-4 ans sur ce marché du groupe et sur vos clients? Qui veut prendre la parole? Ne vous battez pas, surtout. Allez, Stéphane. Depuis 3-4 ans, je suis pas certain qu'il y ait eu des grandes évolutions. Il n'y a pas de grandes évolutions, non. Le marché du groupe, encore, si on regarde, notamment, on est sur la région parisienne, le comité d'entreprise reste un comité d'entreprise. Et ses évolutions, même dans ses demandes, sont plutôt constantes et fait ses voyages traditionnellement, comme il faisait il y a 3-4 ans. On a les clubs de retraités aussi, ce qu'on appelle les clubs de seniors. C'est toujours aussi, notamment pour les autocaristes, une part majeure du volume d'affaires qui est généré sur cette activité de voyage de groupe. Maintenant, c'est vrai, on va avoir de plus en plus de... Parce que, disons que l'évolution des clubs qui est arrivée dans les années 70-80, aujourd'hui, ont du mal à se renouveler. Et ce qu'on va voir, c'est parallèlement se mettre en place les groupes d'amis. Des gens qui sont autour d'une activité, qui sont connus, qui ont partagé un moment de vie ensemble et qui vont décider de faire leur voyage en même temps. C'est plus compliqué d'aller les chercher justement. C'est là-dessus qu'on essaye, nous, d'être pertinent pour savoir où ils sont. C'est les bridgers, c'est les ceci, c'est tous ceux qui ont une activité un peu particulière. Mais les clubs encore de seniors fonctionnent toujours. Comité d'entreprise, les amicales de pompiers restent aussi, je dirais, pour le business du groupe, une valeur sûre. Et si je prends maintenant, ça c'est le groupe constitué, si je prends les GIR, eh ben, la clientèle, elle évolue parce qu'elle rajeunit, mais elle rajeunit en restant senior. Parce que c'est vrai que quand on fait du voyage GIR, c'est plutôt une clientèle senior. Alors on va dire, alors souvent on me dit, mais pourquoi vous ne souhaitez pas rajeunir votre clientèle? Mais moi, on est ravis de faire du voyage de groupe pour une clientèle senior. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les seniors, c'est 40% des personnes qui vont acheter des forfaits en agence de voyage. 40%. 40% des forfaits qui sont vendus colossal en agence de voyage, c'est des seniors. Donc ça veut dire que le potentiel, et en plus, bon, même s'il y a des soucis économiques à l'heure actuelle, la croissance des seniors va aller dans les 15-20 ans. On a encore, disons, 15-20 ans de croissance de cette population senior qui disposera, nous ne l'oublions pas, de temps, mais également de moyens. Même si on parle qu'il y a les baisses des retraites, il y aura toujours cette frange de clientèle qui dépense de temps et de moyens. Donc en l'occurrence, cette clientèle, elle évolue, et notamment elle évolue parce qu'elle se rajeunit, et celle qu'on amenait il y a des années de ça, je dirais, au Mont-Saint-Michel, où allait faire les pardons de Lisieux et autres, aujourd'hui, on en a envoyé cette année 23 qui ont fait de Brest à Vladivostok pendant 50 jours en autocar, en traversant toute la Sibérie. Et ils parcourent tous les pays du monde
Parce qu'aujourd'hui, c'est cette demande. Et c'est vrai qu'on voit une évolution de cette production traditionnelle avant qui est en train de baisser au profit justement d'une découverte beaucoup plus établie à travers le monde. Donc c'est le rajeunissement de cette clientèle. Ouais, donc une clientèle qui évolue et qui a encore un fort potentiel. On voit que votre marché a en tout cas encore un fort potentiel dans les années à venir. Étienne Gauthier, est-ce que vous êtes d'accord avec les évolutions observées par Stéphane Le Pennec? Est-ce que vous avez aussi noté des évolutions notables dans le comportement de vos clients? Qui sont vos clients finalement? Alors déjà par rapport à la définition du voyage en groupe, Ouais. pour revenir une seconde là-dessus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion parfois, et il faut bien l'exclure, de tout ce qu'on appelle MICE, l'industrie du MICE, avec conférences, meetings ou autres. Ça ne fait pas partie du C'est clairement quelque chose dont on ne parle pas aujourd'hui. Ouais. On est centré sur le voyage de groupe et le groupe loisir. Ça, c'est le premier point. Et la slide qui est présentée ici rassemble bien les cibles, les jeunes, les actifs, les seniors. Et les scolaires, effectivement, et les seniors qui sont deux gros segments. Et les actifs qui ont changé. Il y a l'individualisation du voyage, effectivement. Il y a également tout ce qui est le phénomène de tribu, dont parlait Franck Le Péculier tout à l'heure. C'est vrai que ça peut être les randonneurs, ça peut être les geeks, mais il y a un phénomène de tribu. Cette individualisation, elle a été renforcée, je pense, ces dernières années par tout ce qui est phénomène Internet. On compare beaucoup. Il y a la recherche du big deal, de last minute, comme on dit toujours. Donc on va attendre en espérant toujours un meilleur prix. Donc ça, c'est un phénomène. Malgré tout, sur le voyage en groupe organisé par les comités d'entreprise, les associations ou les clubs, on note un regain ces derniers temps. Pourquoi ce regain? Il y a, à mon sens, la crise économique qui joue un rôle. On se recentre, on cherche le tarif économique, et c'est le voyage de groupe qui peut répondre le mieux à ces attentes. En car, notamment, principalement. Ça peut être en train aussi, mais ça peut être des individuels qui se réunissent et qui y vont sur une date donnée, chacun de leur côté. Mais le voyage en car, notamment, a un regain chez nous ces derniers temps qu'on note et qu'il va falloir suivre. Donc je pense qu'on va en parler après sur le côté comment on s'adapte et ce qu'on va chercher. Mais on a besoin des relais professionnels sur les régions pour accompagner cette demande, pour essayer de la relancer. On sait qu'il y avait une désaffection par rapport à l'entreprise. On aime de moins en moins sortir avec les personnes de son entreprise, se retrouver qu'avec les personnes qu'on aime et qu'on ne côtoie pas la semaine. On sent que ça se brise un petit peu et qu'on revient à une tendance de voyage en groupe pour répondre à la recherche du prix, notamment, qui peut être offert par les professionnels. Juste par curiosité, Étienne, le voyage de groupe, puisqu'on a parlé de chiffres en introduction, ça représente quelle part de votre activité? 5, 10%, 15%? Alors, on n'aime pas spécialement parler chiffres, bien sûr, mais juste à titre informatif, c'est vrai qu'on a fait une année 2013 avec 14,9 millions de visiteurs. Et sur ces visiteurs, 3% sont venus en autocar. Ça représente quand même 450 000 personnes environ. C'est 9 000 bus, si on prend des bus de 50 personnes. C'est énorme. Donc ça représente une part intéressante du marché. Alors moi c'est vrai que, encore une fois, je ne connais pas bien votre secteur d'activité. J'essaye de me mettre à la place du client. Est-ce que le client, aujourd'hui, ressent des contraintes liées à l'organisation, de se dire allez, rendez-vous à 8 h demain matin dans l'hôtel, ressent un certain manque de liberté? C'est vrai qu'aujourd'hui, le voyage, on aime bien avoir de la souplesse, de la flexibilité. Est-ce que le voyage de groupe continue de souffrir d'une certaine rigidité ou pas aujourd'hui? Qui veut répondre à cette question? Stéphane, allez, vas-y, lance-toi. Rigidité, c'est pas tout à fait le mot. C'est-à-dire qu'on va mettre des lois. Si les gens voyagent en groupe, il faut savoir, et c'était très très bien dit, c'est que le prix a son importance. Demain, je vais aller faire un tour en Californie avec ma femme et mes enfants dans un microbus avec un guide qui va m'accompagner et qui va pendant tout le séjour, j'en ai pour un billet de 4 à 5 000 euros par personne pour faire mes 15-16 jours en individuel. Je vais faire le même voyage en groupe. Je vais être dans un car où effectivement il y aura 43 personnes et ça va me coûter moins de 2 000 euros. Donc c'est vrai que... Mais effectivement, on sera 43. Bon, maintenant, je peux vous rassurer, même à 43 monuments de vallée, c'est la même chose.
Le Grand Canyon, il ne change pas. Ensemble, l'écran 16/9, c'est le même. Donc ça veut dire, mais il y aura effectivement une organisation interne du groupe pour que tout le monde en profite au plus. Et ces gens qui voyagent en groupe savent pertinemment. Et c'est même eux, généralement, qui génèrent cette organisation parce qu'ils ne supportent pas qu'il y ait des retardataires. Donc rapidement, ils les rappellent à l'ordre et ça va très très bien. Et ils ont l'habitude de voyager. Ils sont déjà ensemble et comme disait tout à l'heure, finalement c'est un moment privilégié dans l'année pour se retrouver avec des amis. Il ne faut pas oublier que quand on a, je pense nous notamment sur une clientèle senior, même si elle se rajeunit de plus en plus, ben, les gens ne côtoient pas forcément du monde toute l'année. De se retrouver avec beaucoup de personnes, ça permet de créer des liens. Et on a un phénomène que l'on voit, c'est que de plus en plus, on a des petits groupes qui se forment dans nos cars. Les cars, quand je dis, ce n'est pas les voyages en car, c'est les cars aux États-Unis, au Vietnam et autres. Il y a quelqu'un l'année d'après qui fédère 6 ou 7 couples et qui dit qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine parce qu'ils ont sympathisé. Mais ils vont voyager, effectivement. Alors, ils ne s'arrêteront pas forcément à boire le petit café quand un le veut parce qu'il y aura des étapes bien définies. Mais ils savent pertinemment que leur rapport qualité-prix va leur permettre de faire un voyage où ils vont avoir le maximum de découvertes possibles pour un prix impossible d'avoir en individuel. Donc c'est vrai qu'il y a une petite contrainte, mais finalement ils le vivent très bien. Et cette clientèle de groupe a un désir, c'est de voir le maximum de choses pendant son voyage. Si je fais un voyage de 16 jours, le principe c'est de mettre le maximum de découvertes en 16 jours. Je disais, je fais la Californie, il faut vraiment que je fasse la Californie, que je vois toutes les images potentielles que j'avais en rêve quand je m'imagine l'Ouest américain. Eh bien, il faut qu'on me le montre. C'est comme le gars qui vient à Paris, il faut qu'on lui montre la Tour Eiffel. Oui. Il va, voilà. Eh ben, c'est la même chose. Ils vont vouloir voir tous les grands mythes qui se sont imaginés avant leur voyage. Donc, à nous de les conditionner. Et c'est vrai que dans ces cas-là, ça ne devient plus une contrainte de l'organisation parce que ça fait partie justement de la qualité de ce voyage. Oui, donc ce n'est pas un frein au développement Pas du tout. ça. Hein, Pas du tout. Étienne, non, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce sujet? Non, je crois que l'essentiel a été très bien dit. Il faut vraiment aussi avoir en tête que les freins, on a tous tendance à vouloir les lever, c'est-à-dire de trouver encore moins cher, d'aller plus bas. Et comme ça vient d'être dit, l'expérience et le rapport qualité-prix va faire que les personnes vont revenir chez le professionnel qui a organisé ça. Et ils n'iront pas forcément sur celui qui va casser les prix, mais avec lequel ils auront une expérience qui ne restera pas, ou qui restera plutôt négativement. Donc il est vraiment important que les professionnels puissent vendre leur expérience de cette façon-là et que les organisateurs de groupes, donc les comités d'entreprise ou les associations ou toute autre cible, puisqu'on peut parler des seniors aussi avant, aient en tête que ce sont des professionnels qui savent faire, qui ont ce savoir-faire et qui savent organiser. Bien souvent, ils veulent s'approprier les choses en pensant qu'ils peuvent mieux faire. Et l'organisation finale est généralement loin d'être à la hauteur de leur espérance dans ces cas-là. Donc il y a vraiment le frein qu'ils peuvent voir effectivement de prime abord en se disant ça va être compliqué, il faut que je choisisse, il faut que j'en trouve un, ou que je voyage en groupe, s'enlève une fois qu'ils ont vécu l'expérience et que ça a été bien fait de A à Z. Cyril et après Franck. Il faut clairement, oui, il y a une première appréhension quand on n'a pas encore voyagé en groupe. Peut-être laisser passer. Ça, c'est... Concurrence réceptive, tour opérateur, à qui profite-t-elle vraiment? Débutera dans 10 minutes. C'est terrible, ça. Dans l'Aquarius Espace Forum. Je répète. Non, même pas. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Concurrence réceptive, tour opérateur, à qui profite-t-elle vraiment? Débutera dans 10 minutes dans l'Aquarius Espace Forum. Voilà. A priori, c'est bon. C'est bon. Cyril. Donc, ces contraintes qui peuvent apparaître avant de vivre l'expérience Oui. sont assez vite écartées quand on comprend que de toute façon, l'autocar ne part pas tant que tout le monde n'est pas à bord. Donc il y a une bienveillance qui se met en place, il y a cette mutualisation du coût, qui soit du transport ou des prestations, avec des soins particuliers apportés. Chacun a choisi le voyage pour un dénominateur commun. Et donc il y a déjà une unité qui se crée à bord du véhicule. Et donc c'est là-dessus où l'expérience et le partage à bord, il arrive très vite. Et ce vécu-là est important et c'est une plus-value. En plus, nous avons des autocars qui sont équipés. On est sur une tribune, un amphithéâtre à 3 mètres de haut. Hein. Aujourd'hui, on a des équipements assez bien réalisés. Oui, il y a des véhicules à toit là. De chez les Salins Holidays. Nous avons
des équipements de confort qui sont largement améliorés. Et donc, une fois qu'on vit le voyage avec un espacement d'1 mètre entre chaque siège, plutôt que de cette appréhension d'être serré, d'avoir une vidéo peut-être qui peut... Ça, c'est vraiment le très haut de gamme. Mais on vit ensemble, on partage ensemble. Et cette bienveillance, elle efface complètement ces appréhensions des contraintes de tout le monde à 8 heures dans le hall. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui est important. Franck ? Ouais. Bon, moi, je vais parler surtout du marché français en autocar. Ce qu'on a nous vraiment vu évoluer, c'est la façon en fait de gérer les groupes de la part de nos prestataires, notamment sur la partie hôtellerie. On est vraiment aujourd'hui, comme sur l'individuel, sur du yield management. C'est-à-dire que clairement, c'est la période qui va faire le tarif. Et on voit arriver des acteurs sur le marché qui, il y a 10 ans, en gros, pour faire simple, des hôtels, je dirais, sur du 4 étoiles, où cette notion de groupe, voire d'autocar, était plutôt perçue, je dirais, c'était négatif, hein, clairement. La vision, en gros, le car, c'était, c'est vieux, c'est ringard. En exagérant, je dirais, c'est même les pauvres. Et on voit notamment avec le matériel et avec la gamme qui augmente, parce que clairement, la crise économique attire de nouveaux acteurs sur ce marché. Et on se retrouve aujourd'hui, entre la qualité du véhicule, la qualité des hébergements qu'on va pouvoir proposer, à faire vraiment des voyages haut de gamme, avec des prix qui, là, deviennent hyper compétitifs, de par le profil, je dirais, des gens qui voyagent, le profil, les disponibilités hôtelières qu'on va avoir. Clairement, la catégorie d'établissement a été énormément tiré vers le haut sur les 5 dernières années. Hein. Chez nous, c'est flagrant. C'est un marché qui a monté clairement en gamme et qui va continuer à monter en gamme ces dernières années. Hein. C'est ça. Ah oui, clairement, clairement, nous, en 10 ans, on a des établissements qui, en gros, ne voulaient pas de car, qui aujourd'hui tapent à la porte en disant non, les cars, finalement, c'est bien. Et l'image aussi, hein, je crois que, et c'est pas les seuls, mais Salin a bien travaillé sur ce sujet, l'image de l'autocar est quand même en train d'évoluer. Moi, je dis toujours en rigolant, c'est une petite phrase qui me colle un peu au basket, mais le car, c'est pas ringard. Il y a vraiment des super produits. Quand on voit ça, les gens sont surpris. Il y a une vraie communication à faire. Je crois que la FNTV travaille bien sur le sujet aussi, de développer vraiment cette image de l'autocar. Et clairement, il y a un marché il y a encore du travail, il y a des places à prendre. Voilà. Sachant qu'il y a des vertus écologiques aussi. Il faut bien être conscient qu'un autocar pollue réellement beaucoup moins que tout autre mode de transport, si on ramène à la personne transportée. C'est-à-dire qu'un autocar pollue moins que 40 véhicules individuels. Exactement, il prend moins d'espace. Contrairement à ce que peuvent nous annoncer certaines personnes de grandes villes françaises, il ne faut pas oublier que 30 voitures peuvent être remplacées par un autocar. Donc au lieu de 30 moteurs. Donc ça, c'est un argument qu'on peut avancer. C'est un argument où aujourd'hui, l'impact écologique, en plus on a maintenant une obligation d'avoir pour les entreprises d'afficher le CO2 qui est consommé, donc ça marche aussi pour les séminaires et autres voyages d'entreprise. L'impact CO2 est beaucoup moindre et c'est le voyage en groupe qui apporte ça. Alors c'est cette petite promiscuité sympathique, conviviale, mais qui apporte une performance et elle est aussi économique. Alors, moi, ce que je retiens de ce que vous nous avez dit là depuis le début, d'abord, c'est un marché donc, qui pèse lourd, hein, vous l'avez dit, 7,5 milliards d'euros. C'est un marché qui évolue, certes, mais qui évolue vers la montée en gamme a priori, c'est ce que vous disiez, Franck Le Péculier. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché où il reste du fort potentiel, hein, c'est ce que disait Stéphane, puisqu'évidemment la pyramide démographique aidant, en tout cas, il y a 15-20 années là, devant nous qui vont s'ouvrir, qui semblent être 15-20 années de confiance pour votre activité. Et c'est pour ça que Franck disait, bah oui, c'est un secteur qui attire du monde, hein, évidemment, puisque a priori les clignotants sont au vert. Est-ce que, évidemment, cette arrivée de nouveaux acteurs, est-ce que ça fait évoluer ou pas la réglementation aujourd'hui sur le tourisme de groupe, le voyage de groupe? La réglementation est beaucoup plus sévère qu'avant. Ceux qui vendent du voyage de groupe, eh ben, c'est pas n'importe qui. Il faut évidemment, j'imagine, s'immatriculer auprès d'Atout France, etc.
Évidemment, Ah. au niveau de la réglementation de la vente à forfait, on est en plein dedans et plus on va prendre du poids et des risques, plus il faut avoir les reins solides et l'attester avec des garanties à la hauteur de tout ce qui est mis en œuvre. On se rappelle qu'on est toujours dans la responsabilité de plein droit. Il y a au niveau européen des réglementations, au niveau du transport, si on parle que de cela, qui ont été vraiment cadrées quasiment sur l'aérien. Donc ce qui est familier en aérien est équivalent en autocar. Un bagage, avant, bon, c'était plutôt flou. Aujourd'hui, ça a été défini. Voilà, c'est 800 € par bagage, tel qu'on peut faire en aérien. Et ça peut monter au-delà. Les correspondances, si jamais on a une correspondance et les impacts, l'autocariste est responsable. Il faut qu'il s'est engagé à être en correspondance. Il y sera, de toute façon, par tout moyen, où il assume les conséquences. Donc on est sur une réglementation qui évolue de ce côté-là. Et ensuite, ça évolue aussi au niveau de la technologie. Et des contraintes de sécurité matérielle et réglementaire sociale, puisqu'on a un homme au volant. Donc c'est sûr que c'est plus confortable d'avoir quelqu'un au volant, mais on lui délègue la conduite, on lui délègue la vigilance, on lui délègue l'itinéraire. Et toutes ces règles cumulées nécessitent une maîtrise et un sérieux. Aujourd'hui, de toute façon, ne peut pas être autocariste n'importe qui. Il faut assumer déjà une patente minimum de 100 000 €, plus des seuils par nombre de véhicules. La réglementation est très verrouillée là-dessus. On ne peut pas faire n'importe quoi. D'accord. Voilà. Ouais, ouais. Alors on va terminer par un peu de prospective. J'aimerais que chacun, on regarde à 3 ou 5 ans l'évolution de ce marché et à quoi, selon vous, ce marché va ressembler dans les 3 à 5 ans et comment vous, chacun dans votre secteur, vous y adaptez ou vous anticipez en tout cas des adaptations. Je vais commencer par vous, Étienne Gauthier, chez Disneyland. Comment vous l'appréhendez, ce marché aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que sur Disneyland, pour le marché des groupes France, déjà en termes de durée de séjour, on sera plus sur des excursions ou des durées de séjour de 1 ou 2 nuits d'hôtellerie, donc c'est un petit peu différent, puisque c'est un peu plus segmenté. Ce qu'on attend, ce qu'on voit déjà dans toutes les personnes qui viennent en séjour, c'est un développement du 2 nuits 2 jours. C'est un produit qu'on a fait exclusivement pour les groupes. Il est disponible uniquement pour eux. Et ça donne un confort de visite bien plus grand, c'est ce qu'on cherche. C'est ce que les groupes recherchent de plus en plus, d'arriver et de pouvoir vraiment profiter de la destination sans avoir à se presser dans le temps continuellement. Donc on voit que ça évolue et il y a des choses encore à faire dans ce domaine-là, je pense. Pour tout ce qui est journée et réussite du voyage en groupe, je pense qu'il y a un travail à faire avec les partenaires sur le terrain, les professionnels et nos commerciaux qui sillonnent pour Disneyland Paris l'ensemble des régions françaises. C'est d'accompagner les clients potentiels dans la réussite du projet. On a souvent tendance à croire qu'un séjour est vendu à partir du moment où il y a un projet. S'il n'y a pas une communication adéquate dans l'entreprise, dans l'entité qui a ce projet, on aura 3, 4, 5 personnes qui s'inscriront, mais pas plus. Donc il y a vraiment des progrès de communication à faire. Comment mieux travailler avec nos professionnels qui ont cette connaissance-là, comment les accompagner pour la réussite de leur groupe, comment accompagner nos groupes finaux, nos clients finaux, pour qu'ils soient les plus nombreux. Donc il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Je pense que tout le monde en a conscience et que c'est un des grands enjeux des années qui viennent de réussir à passer cette barrière. Franck Le Péculier, comment tu vois ce marché évoluer là, dans les 3 à 5 ans et comment toi, à ton niveau, tu vas t'adapter à ces anticipations ? Le marché, moi je pense qu'il va continuer à évoluer. J'allais dire hélas, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je pense que les groupes se réduisent clairement, c'est un phénomène. Je pense qu'ils vont se multiplier par contre par toutes ces raisons qu'on invoquait tout à l'heure, notamment les groupes communautaires. Oui. Je crois que ça va être des groupes plus restreints avec des gens qui ont vraiment des affinités, qui ont vraiment envie clairement de voyager ensemble. Je crois que ce que disait Stéphane tout à l'heure sur des groupes qui se constituent dans les groupes par affinité. Je pense que c'est un phénomène qui va être très présent.
Maintenant, il y a un autre phénomène qu'on ne peut pas négliger sur le groupe, c'est qu'on va devoir travailler comme pour de l'individuel. Il y a des outils qui arrivent sur le marché. Je notais tout à l'heure, pour ne pas oublier, des outils comme TripAdvisor qui sont hyper importants. Je crois que dans un groupe de 40, vous allez en gros avoir 40 personnes qui vont aller voir 40 fois le produit dans lequel on va les envoyer. C'est des outils qu'on ne peut pas négliger. Ils sont là. On est pour, on est contre, mais en tout cas, c'est là, c'est présent. Donc je pense que la technologie va avoir une part importante. Je pense clairement, j'en ai parlé tout à l'heure, que le yield management va vraiment avoir son importance sur les groupes. Ça va... Voilà, le tarif et la période va vraiment être un phénomène qui va devenir, à mon avis, de plus en plus prépondérant pour l'activité. Maintenant, ça reste quand même, à mon avis, des bonnes nouvelles, parce que je pense qu'on va tirer vers le haut le groupe, clairement. On va réduire, mais on va qualifier. Donc, moi, je vois plutôt la chose positivement. Les gens sont informés, c'est un fait de toute façon. Donc, il va falloir faire de plus en plus de qualité. Voilà, je pense que c'est le client qui va, à mon avis, être vainqueur, parce que ça oblige à être vraiment très vigilant sur toute la prestation, quoi. Un marché de plus en plus qualitatif, Stéphane? Oui, complètement. Ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on mise, sur le qualitatif, parce qu'on pense que c'est un marché effectivement qui devient complexe. Je parlais des comités d'entreprise qui représentent un marché groupe très important, et on voit de plus en plus actuellement ce marché, non pas partir en déliquescence, mais évoluer. C'est-à-dire que finalement, les groupistes ne vont plus signer un contrat pour 40 personnes, mais ils vont signer des conventions pour donner des accords tarifaires au groupe. Alors c'est des agents, c'est parfois des TO, mais plus souvent des agents, j'espère, qui le font, et donc qui vont ensemble constituer, qui se servent d'une sorte de groupe pour récupérer des individualités. Donc il faut qu'on fasse un petit peu attention à ça, parce que c'est vrai que dans l'organisation des groupes, c'est un peu complexe. Je disais, les clubs, on y regarde aussi, parce que comme je disais, les clubs de retraités ou les clubs de seniors ont du mal à se renouveler, bien souvent. Donc, même chose, il va falloir qu'on arrive à savoir où se reconstituent ces petits. Donc, là, c'est tout un travail de recherche. Et surtout, c'est les montées en gamme. Et nous, on voit, on a de plus en plus, alors là, je vais venir sur les individuels regroupés, on a depuis 2 ans, systématiquement sur des produits phares de la production Salin, on a mis ce qu'on appelle les premiums. Pourquoi ? Parce que justement, on voulait voir ces groupes qui partaient à 43, 45 et qui nous disaient « on est trop ». On avait ces réflexions. Donc on a fait les mêmes programmes, base 25, base 30, base 35, maximum, en modifiant les hôtels, en montant en gamme hôtelière, en montant en gamme en restauration et autres. Alors je rassure, c'est que ça fait toujours que 10% de la programmation, parce que ça coûte 5 à 600 euros de plus par personne. Donc finalement, mais autant il y a 2 ans, sur un programme Californie par exemple, où on faisait 200 personnes là-dessus sur les premiums, cette année, on en a fait 3 fois plus. Donc on se dit que les groupes sont en train d'évoluer, et c'est pour ça aussi qu'on a lancé une brochure, on a relancé, parce qu'elle était un petit peu abandonnée à un moment, qui s'appelle Entre nous, pour aussi ces groupes d'amis qui vont vouloir voyager ensemble, de manière autonome avec un guide, qui seront prêts à dépenser plus. Donc on essaye de toucher un petit peu toutes ces gammes. C'est plus cher, on monte en qualité, disons en prestation, mais je crois qu'il va y avoir une demande dessus. Et ce qui est important aussi aujourd'hui sur les groupes, et là je vais parler plus des groupes constitués du marché traditionnel des groupistes, je pense qu'on va avoir besoin de plus en plus de s'atteler à des outils performants, notamment par le web, des outils informatiques qu'on utilise beaucoup pour la clientèle individuelle. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il va falloir monter en puissance justement pour mettre des sites spécialisés groupes à disposition des groupes, parce qu'eux-mêmes ont envie d'utiliser les technologies. On parlait de TripAdvisor, on peut en avoir, nous on en a en interne pour pouvoir les mettre à disposition de la clientèle. Mais c'est surtout des outils de communication, d'information de ce qui se fait. Et ça va passer vraiment par les outils du web, par les outils justement de toute l'information numérique qui n'a pas encore été de manière extrêmement exploitée pour les groupes. Et ça, c'est en train de se mettre en place. Et ça nous permettra de reconditionner aussi les voyages. Salin terminera en croissance son année 2014. C'est Oui. Donc on Je peux le dire parce qu'on clôture au 30 septembre, donc je pense pas que... Là, vous pouvez pas vous tromper. C'est un peu compliqué ces temps-ci de par certains événements. Oui, bien sûr. Non, on va finir en croissance. Pas extraordinaire, mais je pense qu'on finira autour de 7, plus 8%. Cyril Darbier, la même question pour conclure. C'est comment vous voyez ce marché évoluer dans les 3 à 5 ans et comment vous comptez vous y adapter? C'est bien ça, c'est l'adaptation, l'adaptabilité du moyen qui est l'autocar, de cet outil
qui peut s'adapter au niveau du nombre de passagers à bord, y mettre des éléments de confort supplémentaires, mettre plus de sièges, comme ça peut être connu, mais de façon très efficace. On constate l'arrivée de, notamment on parlait des comités d'entreprise, des comportements avec des envies de mutualisation du transport et de l'hébergement, et ensuite une liberté à destination. Une liberté avec de l'optionnel. C'est-à-dire que l'autocar peut, une fois qu'il est sur place, avoir une excursion qui va pouvoir proposer aux personnes, mais les personnes peuvent aussi avoir un programme alternatif, ou louer un vélo, pouvoir faire un tour de ville. Alors, ce qu'on fait souvent, on arrive, enfin en tout cas c'est dans pas mal d'entreprises comme ça, on arrive avec un guide qui là, le coût est mutualisé plutôt que de se le payer pour soi tout seul. On fait le petit tour de ville qui permet de se repérer et ensuite on lâche tout le monde à faire sa découverte personnelle. Donc il y a une adaptation aussi pour réussir à faire des versions plus économiques. Oui. On mutualise la majeure partie des coûts, mais ensuite on a aussi cette individualisation qui va pouvoir apparaître. Donc ça c'est très dur à gérer quand les options nécessitent des réservations préalables et ainsi de suite, mais il peut y avoir par là aussi une piste d'évolution. Même chose, des groupes trop petits ont besoin de demander des compléments et ouvrent dans les agences de voyage et on se retrouve avec des associations, avec des individuels, ils se rencontrent, ça leur plaît, ils les suivent, donc même histoire. Donc l'adaptabilité de l'autocar, c'est une réalité. On intervient, chaque agence de voyage, à proximité de chez elle, un autocariste capable de le faire, voilà, d'aller chercher ses idées et d'être un opérateur digne de ce nom. On est organisateur, mais on est aussi transporteur. Donc voilà, l'adaptation de l'autocar, il apparaît, il disparaît, très discret, mais efficace. Bon, bah, en tout cas, on a appris, j'ai appris moi plein de choses parce que c'est un marché évidemment que je connais mal. J'espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses sur ce marché du tourisme de groupe qui est en pleine évolution, qui va au-delà des a priori qu'on peut en avoir et qui est vraiment très clairement un relais de croissance dans cette famille du tourisme aujourd'hui qui souffre. Et on voit qu'en tout cas dans votre segment, sur votre segment de marché, il y a des relais de croissance très intéressants à étudier, à explorer. Un grand merci, messieurs. C'était une première sur IFTM Top Resa. Un grand merci d'y avoir participé. Sous vos applaudissements, bien sûr. On se retrouve dans 5 minutes pour la bataille réceptif tour opérateur. Là aussi, ça va être passionnant. Beaucoup à dire sur ce sujet. On a un petit battement de 5 minutes entre les deux conférences. À tout de suite.